L'environnement, c'est par définition tout ce qui nous entoure. Il est donc dans notre intérêt, évidemment, légitime de vouloir le préserver. Alors, comment la main de l'homme qui l'a parfois abîmé peut aujourd'hui réparer? C'est une vraie question et c'est celle qui nous préoccupe aujourd'hui. Le secteur a choisi de prendre à bras-le-corps la question de la transition écologique. Comment peut-il, comment doit-il s'y prendre pour résoudre cette équation? Nous allons en parler tout de suite avec Xavier Nojvander qui est de retour à mes côtés, président de la commission technique et innovation à la FNTP, et Jean-Marc Jancovici, bonjour et bienvenue, président du think tank The Chief Project. Peut-être une première question pour vous, Jean-Marc Jancovici. Vous avez travaillé pendant 2 ans sur l'élaboration d'un plan pour que la France justement prenne la voie de la décarbonation. Vous dites, pour y parvenir, arrêtez-moi hein, si je me trompe, il faut réduire de 5% les émissions de gaz à effet de serre. Quelle part justement doit prendre le secteur des travaux publics dans ce que vous appelez de vos voeux, à savoir une transformation totale finalement de notre modèle? Alors d'abord, je ne suis pas le seul à avoir travaillé. Ce plan, il a été élaboré, on va dire, par des centaines de gens. Et il a notamment été élaboré dans chaque secteur qu'on a regardé par les gens qui devront faire. Donc en fait, on est allé chercher secteur par secteur des gens qui devront faire. On n'a pas de chapitre spécifiquement travaux publics dans ce plan, mais on peut déduire un certain nombre de mesures concernant les travaux publics, c'est-à-dire concernant les infrastructures, au travers de la façon dont on voit évoluer les usages, parce que nous, on est parti des usages, dans la mobilité, dans l'utilisation de l'énergie, dans la manière dont on se loge, dans l'aménagement du territoire et autres. Voilà. Alors, la façon dont on a l'habitude de poser la question, nous, c'est pas tellement quelle est la part qu'un secteur doit jouer, c'est comment est-ce que je mets le secteur en adéquation avec la direction d'ensemble. Et en fait, personne n'y échappe dans cette affaire. Tous les métiers y passent, j'ai envie de dire. Si on essaye de répondre à cette question-là, on va devoir toucher aux infrastructures de transport parce que dans notre plan, on voit moins de mobilité en voiture, plus en train, moins en avion, plus en mode léger. Le vélo, tout à l'heure, il y avait des gens qui parlaient du vélo cargo. Typiquement, dans le dernier kilomètre, en ce qui concerne le fret, on voit une montée de la cyclo-logistique. Oui. Dans les déplacements du quotidien, on voit une augmentation de tous les modes actifs, marche, vélo, etc., et transport en commun. Dans le domaine énergétique, on va devoir, surtout si on veut réindustrialiser, parce que c'est le grand mot à la mode, augmenter la quantité d'électricité décarbonée qu'on fournit. Ça veut dire qu'il va falloir toucher au réseau et surtout toucher aux unités de production. Dans le domaine agricole, il y a également un certain nombre de choses à changer. Alors ça touche indirectement les infrastructures parce que ça veut dire que les gens n'habiteront plus au même endroit. Donc ça veut dire que tout ce qui est adduction d'eau, évacuation des eaux usées, etc. C'est déjà le cas, le mouvement est enclenché. Oui, les gens ont commencé à migrer. Doucettement. Et par ailleurs, dans le domaine agricole, il va falloir remplacer pour partie des engrais de synthèse aujourd'hui par des engrais dits naturels et notamment nos propres excréments. Donc ça modifie aussi tout ce qui est évacuation des eaux usées. Enfin bon, bref. Donc il va falloir, dans un certain nombre de domaines, changer les infrastructures parce qu'il va falloir changer la façon dont on est organisé. Oui, c'est énorme, hein, en fait. C'est une révolution, si j'ose le mot. Xavier Nojvander, on en est où de cet état des lieux, de cette avancée? Ça y est, le mouvement est enclenché? Parce que si j'écoute Jean-Marc Jancovici, on a quand même beaucoup de choses à faire dans beaucoup de secteurs. Alors, on a effectivement énormément de choses à faire. Et on partage l'analyse globale de Jean-Marc et de Carbone 4 qui a participé avec nous à l'élaboration de ce plan. Et nous, globalement, on a travaillé avec Carbone 4 sur 2 hypothèses sociétales. La première, c'est un scénario dit de sobriété. Donc, quelque part, on organise une décroissance de la consommation. Et le deuxième, un scénario dit techno, où on va décarboner à l'aide de la technologie. Tout en ayant un certain nombre de changements comportementaux dans nos modes de consommation qui sont nécessaires. Et dans ces 2 scénarios, on examine les besoins de modification des infrastructures pour réduire la carbonation des mobilités. On examine ce qu'il faut faire pour protéger nos territoires et organiser la résilience des territoires au changement climatique. Comment on fait pour renaturer un certain nombre d'espaces qui aujourd'hui sont artificialisés et qui doivent être renaturés de façon à constituer les pièges carbone. Et aussi, et il ne faut pas l'oublier, à maintenir notre patrimoine, parce qu'une excellente façon de décarboner, c'est de ne pas avoir à refaire ce qui a déjà été fait et donc maintenir. Et la bonne nouvelle, c'est que dans ces 2 scénarios sociétaux, on arrive sans rupture technologique majeure
à la neutralité carbone en 2050. Alors, vous parlez de 2050 justement, Jean-Marc Jancovici. Je lisais un article du Monde. Vous avez répondu au journal il y a quelques temps et vous partiez, je crois, du principe que pour changer finalement les infrastructures, les réseaux de transport, d'électricité et l'urbanisme, il faut un siècle, voire plusieurs siècles. Donc, on prend le problème par quel bout? Alors, si je vais faire une première précision sur ce que vient de dire Xavier. Le scénario pro-techno, en fait, on ne postule pas à Carbone 4 qu'il soit physiquement faisable. On n'affirme pas, plus exactement. On postule un certain nombre d'hypothèses qui restent des hypothèses et qui ne sont pas des garanties, en disant si on a ceci et cela, alors on peut éventuellement bouger dans ça. Voilà. C'est compliqué les histoires d'analyse par scénario, c'est technique, ça demande du temps pour rentrer dedans. Voilà, c'est juste ça. Pour répondre à la deuxième question, il se trouve que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps le président d'une grande banque française et qui m'a dit la chose suivante, donc je ne vais pas le citer, mais pas le nommer, mais qui m'a dit la chose suivante. Il m'a dit pour décarboner l'économie à la bonne vitesse, il faut rentrer en économie de guerre. Ah. Alors moi, c'est un terme que j'ai souvent employé en disant, compte tenu de la vitesse à laquelle il faut déformer les activités, on est bien en train de parler de ça. Et du reste, la raison pour laquelle nous, on a publié un plan, c'est un truc un peu dirigiste. C'est quelque chose dans lequel, alors sans faire le Soviet suprême en France, qui est quand même le seul pays communiste d'Europe de l'Ouest, il faut le rappeler, eh bien, il y a quand même dans un plan une part de liberté individuelle qu'on décide délibérément d'abdiquer au profit d'un objectif collectif qui nous amène plus de sécurité. Parce que le changement climatique est une menace pour la stabilité. La déplétion géologique du pétrole et du gaz, on le voit bien en ce moment, et ce qui est en train de se passer en Ukraine est une menace pour la stabilité. Donc nous, ce qu'on dit, c'est pour parer ces menaces contre la stabilité, on accepte chacun d'entre nous de faire des efforts, et des efforts, c'est être un peu contraint. Bon. C'est évident que pour détricoter en 30 ans quelque chose qu'on a mis 2 siècles à tricoter dans l'autre sens, dans un monde facile, parce qu'un univers en croissance, c'est un monde facile. Pour citer, paraît-il, parce que je ne sais pas s'il l'a vraiment dit, quelqu'un qui pourrait être un des anciens de cette manifestation, à savoir Francis Bouygues, il y a une maxime que j'aime bien, qui est en période de croissance, il n'y a pas de mauvais manager. Mais c'est tout à fait vrai. Donc là, on sort d'un monde facile où, en gros, on distribuait du rap de sucette, ce qui n'est pas très compliqué à faire, même moi j'y arrive. On va rentrer dans un monde beaucoup plus contraint. Et on va devoir, en quelques décennies, détricoter dans un univers contraint quelque chose qu'on a mis 2 siècles à fabriquer dans un monde facile. Donc c'est évident qu'on ne va pas s'en sortir avec l'organisation qui est en place aujourd'hui et avec la place qu'on accorde aux problèmes dans les cervelles d'aujourd'hui. On ne va pas y arriver comme ça. On commence par quoi, du coup, si je vous suis? On commence partout. Dans un plan, mais oui, on commence partout. Dans un plan systémique, il n'y a pas un truc qui est plus important qu'un autre. Donc, une petite adresse à votre métier. Arrêtez de poser à un candidat la question, c'est quoi votre première mesure? Il n'y a pas de première mesure quand vous avez un plan d'ensemble. Il y a 100 premières mesures. Jérémy Bélanger. Je vais peut-être être un petit peu caricatural, mais tout l'enjeu, en gros, c'est le pilotage. C'est en gros d'accepter que pour avoir une enveloppe globale d'émissions plus faible, il va peut-être falloir sur certains aspects accentuer un peu, sur d'autres baisser un petit peu le curseur. Moi, à mon sens, pour atteindre cet objectif dans des délais raisonnables, j'espère plus raisonnables que ceux que vous avez cités, c'est de ne pas prendre les choses dans le mauvais sens et d'aller jusqu'au bout de ce qu'on peut faire en termes d'usage et en termes techniques avant d'envisager la compensation. Parce qu'on entend déjà bruisser un petit peu des gens qui veulent déjà compenser avant qu'on ait fait cette démarche un peu systémique en amont. Donc voilà, c'était simplement cet aspect-là qui me semble être un aspect décisif du pilotage. Xavier Nashvander. Moi, je crois que la priorité aujourd'hui, c'est de faire un choix politique. C'est-à-dire qu'il faut déterminer d'y aller, il faut décider d'y aller. Il faut choisir dans quel mode sociétal on a envie de se placer. Est-ce que c'est celui de la sobriété ou est-ce que c'est celui de la technologie? Et après, il y a 2 choses qui sont essentielles. Parce que globalement, les techniques, on les a. L'organisation, on peut l'avoir. Il y a 2 choses qui sont fondamentales. Le premier, c'est comment est-ce qu'on va faire pour investir les sommes qui doivent être investies, qui sont de l'ordre de 2 à 3% du PIB. Et le deuxième, qui est aussi fondamental, probablement même encore plus, c'est l'emploi de demain ne sera pas l'emploi d'aujourd'hui. Ça va changer de façon assez considérable en pourcentage. Et donc, il va falloir organiser ces mutations sociales. Il va falloir former les gens aux nouveaux métiers de demain. Alors, tout ne va pas changer, mais une partie significative va changer. Et ça, il faut s'organiser pour le passer. Vous dites choix politique, choix de société aussi finalement. Est-ce que c'est aux politiques de décider? Est-ce que c'est à la société de décider? Je vois Jean-Marc Jancovici sourire à ma question.
elle est essentielle. On embarque tout le monde, hein, Jean-Marc Jancovici, dans un changement de cet ordre-là. La démocratie est un système remontant, ce qui signifie que les politiques ne bougent pas si la société ne bouge pas. Donc il faut se sortir de la tête que les politiques pourraient faire pour nous des trucs dont nous, on n'aurait pas envie. Ça n'existe pas, ça. Exactement comme il faut se sortir de la tête que la COP peut résoudre un problème que les pays ne veulent pas résoudre chez eux. Donc là, la difficulté dans cette affaire, c'est pas de parler aux politiques, c'est de parler à la société civile. C'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Et si la société civile veut un plan, les politiques, à un moment, on en verra sortir un ou une qui dira qu'il a envie de faire ça. Mais tant que la société civile n'en a pas envie, et en particulier que les gens qui vont devoir faire n'ont pas envie de faire, bah, on peut demander ce qu'on veut aux politiques, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Alors justement... Et c'est pour ça que nous, on a très envie de leur poser la question cet après-midi, et elle va leur être posée. Et globalement, on n'arrive pas les mains vides, on arrive avec des idées, avec des stratégies. Et maintenant, quelque part, il faut qu'ils répondent aux questions qu'on va leur poser pour dire comment on y va ensemble. On ne les laisse pas comment dire, les mains vides sans notre argumentaire, sans nos propositions de stratégie. Mais ce que j'ai envie de mettre derrière l'expression choix politique, c'est qu'il faut qu'on arbitre nos priorités. Je le redis, on sort d'un monde facile dans lequel, à un besoin, on pouvait en rajouter un autre, puis encore un autre, puis encore un autre, et on n'avait pas besoin de choisir. Là, on rentre dans un univers dans lequel on va avoir besoin de faire des choix, et donc il faut que nous, au niveau de l'électorat, au niveau de la société civile, on soit capable de faire une hiérarchie. Et c'est cette hiérarchie qu'on doit adresser au monde politique. Et si et seulement si nous-mêmes on a fait nos propres choix, alors ils ont beaucoup moins d'excuses pour dire on n'a pas envie de regarder le sujet. Je vais peut-être poser ma question autrement. On est tous sur le papier évidemment favorables à une neutralité carbone, mais est-ce que vous pensez que les sacrifices, les concessions qu'il va falloir faire, nos changements d'habitude, pour l'instant c'est une intention. On n'en voit pas encore les effets, on ne le mesure pas. Alors, je suis d'accord, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on ne mesure pas le bénéfice associé à cette neutralité carbone. Vous et moi, on est nés dans un monde en paix. Malgré mon grand âge, moi, j'ai jamais connu la guerre sur le sol français. J'ai même jamais connu la guerre proche du sol français. Une guerre dans l'est de l'Europe, mais enfin, c'était un peu loin, ça ne nous touchait pas directement. Et donc, on ne mesure pas, par exemple, le prix de la paix. Combien ça vaut la paix dans les comptes d'une entreprise? Ça vaut combien? Aujourd'hui, on est incapable de répondre à cette question. Donc, encore une fois, il va falloir qu'on comprenne que le monde futur va de toute façon être plus contraint. Et je le redis, qu'il va falloir qu'on fasse des arbitrages et on n'aura pas la consommation, la paix, etc. Et pas d'effort sur les émissions. Ça n'existe pas. C'est juste pas. Et pour rebondir sur une remarque qui a été faite tout à l'heure, si on a 30 ans, ça c'est la physique qui nous le dit. Oui, ça, oui. Si on va être en ligne avec l'accord de Paris, il faut que les émissions baissent de 5% par an. C'est physique, c'est juste physique, parce que le CO2 est inoxydable, enfin il est inaltérable une fois dans l'atmosphère. Comme ça, c'est chimique. Bon. Donc il faut absolument que les émissions baissent de 5% par an dans le monde, si on veut tenir l'accord de Paris. Et 5% par an, c'est ce qu'on a eu l'année du Covid, en 2020. Bon. Donc il faut ce genre de baisse tous les ans. Si on veut tenir les 2 degrés. Donc je souscris tout à fait à la remarque qui m'a été faite par le banquier dont je parlais tout à l'heure. C'est clair que c'est beaucoup plus proche de l'économie de guerre que du monde très peu organisé au fond, ou en tout cas pas organisé pour ça, dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il y a urgence à avancer dans cette trajectoire. Et c'est pour ça qu'on se pose la question de savoir si cette neutralité carbone est une bonne idée ou un gadget. Non, vous dites... Je suis complètement d'accord. Je pense que ce n'est pas compris sur le fait que c'est en 30 ans qu'il va bien falloir être à ce rendez-vous de 2050, quoi qu'il arrive. Ce qui est intéressant quand même aujourd'hui, comme vous dites, c'est que ça monte de la société pour que les politiques se décident. Qu'évidemment, ça ne se résume pas à une mesure. Néanmoins, aujourd'hui, ce qui est posé sur la table, c'est un outil d'objectivation. Une série d'outils, que ce soit avec des outils plus globaux tels que votre livre, ou alors avec le dossier et l'étude qui a été menée par Carbon 4, l'OFCE et Utopie, qui posent sur la table 2 scénarios, avec les faiblesses que peuvent avoir une vision un petit peu binaire, puisqu'on est sur 2 scénarios, j'allais dire, c'est on ou off. Néanmoins, dans tous les cas, il faudra énormément d'investissement. Il faudra énormément d'investissement, et ça, il faut l'entendre. Et on a les moyens d'objectiver, on a les moyens de choisir. Reste à choisir, tout simplement. Reste à choisir, et peut-être à faire 2 choses en même temps, faire disparaître progressivement les énergies fossiles, et puis en parallèle développer, on en parlait tout à l'heure, Xavier Neuschwander, les innovations pour un remplacement organisé, préparé, planifié, sans référence effectivement aux pays soviétiques, mais tout de même. Mais vous savez, faire disparaître les énergies fossiles, je ne dis pas que c'est facile, mais il y a des solutions qui existent.
ne négligeons pas l'impact macroéconomique de cette transition écologique, c'est-à-dire comment on la finance, comment on gère l'évolution de la société, comment on gère le maintien dans l'emploi de l'ensemble de ceux qui travaillent aujourd'hui. Ce sont des questions qu'on ne peut pas ne pas résoudre si on a envie de faire une transition écologique réussie. Maintien dans l'emploi ou transformation d'emploi, c'est peut-être davantage comme ça qu'il faut voir les choses. Exactement. Transformation de l'emploi, ça ne sera pas le même emploi qu'aujourd'hui. Il y a des professions qui vont disparaître, il y en a d'autres qui vont apparaître. Il y en a qui ne changeront pas, Dieu merci. Mais globalement, il y a une véritable transition à opérer en matière de compétences. Jean-Marc Jancovici. Dans le plan de transformation. Alors d'abord, je précise que je suis totalement conflicté, moi, dans cette histoire, parce que je suis aussi dans Carbone 4. Bon, okay. La deuxième chose que je vais préciser aussi, c'est que dans les deux scénarios qui ont été réalisés pour la FNTP, en fait, même dans celui qui s'appelle Protechno, il y a quand même des efforts de sobriété. Donc à un moment, il faut un titre pour résumer. Mais celui qui est Protechno, c'est pas tout le monde dort sur ses deux oreilles et il ne se passe rien. Hein. En ce qui concerne la question de l'emploi, on a considéré dans le cadre du plan de transformation de l'économie française que c'était le sujet central. Dit autrement, quand on discute avec les gens, parce qu'on a fait beaucoup de consultations, on s'est rendu compte que plus encore quelque part que la modification des modes de consommation, ce dont les gens ont peur dans une transition résolue, c'est de savoir s'ils auront toujours un job. Et on peut les comprendre, parce que cette question m'intéresse beaucoup à titre personnel, savoir si j'aurai toujours un job, et donc je peux comprendre que ça intéresse les autres. On a fait un gros travail alors sur 4 millions d'emplois directement concernés, mais les autres le sont aussi en fait. C'est une ligne de partage des eaux, oui, un peu jésuite quelque part, qui concernait donc l'énergie, les transports, l'agriculture, le bâtiment. On a vu qu'en 30 ans, il fallait en gros déplacer 1 million d'emplois. C'est-à-dire qu'il y a 1 million d'emplois qui n'existent plus à l'arrivée. Et il y a 1 million d'emplois à créer à l'arrivée. On a eu des échanges avec les syndicats pour discuter de ce genre de choses, pour savoir ce qu'ils en pensaient, pour savoir si c'était des trucs qui leur paraissaient complètement farfelus ou pas. Réponse de l'un d'entre eux, on pense que vous sous-estimez. Très bien. Et ça veut dire qu'il y a un sujet absolument crucial dans cette histoire sur lequel l'État français est souvent faible, qui est la question de la formation, des compétences et de la partie, je ne sais pas comment on dit, molle par opposition aux ponts et aux tunnels qui sont des trucs durs. Enfin, voilà. Et donc la façon dont les gens vont acquérir ces compétences ou vont en changer, c'est souvent la part faible quand l'État français décide de faire des plans d'investissement. Est-ce que c'est pas pour le coup à l'entreprise de prendre le relais sur ces mutations, sur ces transformations, sur ces changements d'emploi, ces réorientations ? L'entreprise doit clairement être un acteur majeur et c'est pour ça qu'en ce qui nous concerne, nous organisons des formations au sein de notre fédération pour préparer les changements de compétences qui seront nécessaires. Parce que le reste, quelque part, quand nous aurons les financements pour les travaux qui sont nécessaires, quand nous arriverons à généraliser les solutions techniques qui sont aujourd'hui sur la table pour décarboner nos économies, le dur, ça ne va pas être ça le vrai sujet. Le vrai sujet, ça va être l'évolution de nos sociétés vers la transition écologique. Je pense que ça sera ça le plus dur et on aura besoin de tous les acteurs, pas seulement des entreprises, pas seulement des pouvoirs publics, mais de l'ensemble des acteurs de l'économie pour y arriver. Jérémy Bélanger. Oui, juste pour compléter, l'intérêt c'est qu'on sait déjà ce à quoi on va devoir les former. Ça serait quand même très problématique si on n'avait pas des choses sur la table. Je n'ai pas dit sur la globalité, mais sur pas mal de choses. En tous les cas, si on reste sur ce périmètre des travaux publics, la technologie, les évolutions technologiques, on a plusieurs pistes. En fonction des choix qui seront faits, on pourra y associer la formation idoine. C'est le gros avantage de l'étude qu'on a réalisée avec Carbone 4, avec l'OFCE et avec Utopie. C'est qu'aujourd'hui, on sait dans quelle direction on va. Alors il va peut-être falloir évoluer un peu en fonction, piloter la transition, parce que c'est pas en 2021 qu'on va prévoir ce qui va se passer exactement et précisément en 2050, à l'évidence. Et donc il va falloir piloter. Mais aujourd'hui, il y a une direction qui est tracée et il y a des décisions urgentes à prendre pour y arriver. Jean-Marc Jancovici, quand vous dites plan de sobriété, qu'est-ce qu'on met derrière le mot sobriété ? On met produire moins, notamment ? Alors, je vais tenter un petit glossaire. Quand on parle des économies d'énergie, il y a 3 termes que j'essaye de différencier. Le premier, c'est efficacité. Alors, efficacité, ça veut dire que vous bénéficiez des mêmes services qu'aujourd'hui, fournis par les mêmes objets, mais que les ingénieurs se sont dépatouillés pour construire ou faire fonctionner avec moins d'énergie. C'est la même voiture, elle pèse le même poids, elle va à la même vitesse, elle emporte toujours les 3 enfants, la grand-mère et le chien, mais à l'arrivée, elle consomme moins d'essence ou via l'électricité, elle consomme moins d'énergie.
Le deuxième terme que j'emploie, c'est sobriété. Sobriété, c'est vous n'êtes plus en voiture, vous êtes en vélo. Donc là, vous avez changé de nature de service. Vous avez délibérément abandonné un service, la voiture. Vous en avez acquis un autre, le vélo. C'est mieux ou moins bien, selon les points de vue. Mais ça permet de baisser la quantité d'énergie au passage. Et la pauvreté, qui est aussi une manière d'économiser de l'énergie, c'est la même chose que la sobriété, sauf qu'on ne vous a pas demandé votre avis. Donc l'énorme différence entre la sobriété et la pauvreté, dans ma vision à moi des économies d'énergie, c'est que dans les deux cas de figure, vous vous passez de quelque chose, mais dans la sobriété, vous êtes acteur de votre changement, alors que dans la pauvreté, vous le subissez. Et évidemment, en termes sociaux, ça a des répercussions totalement différentes, puisque personne n'aime être contraint. Donc si vous devez changer à cause de la contrainte, vous vous révoltez. Si vous devez changer parce que vous en avez envie, c'est quand même beaucoup plus facile. Et si on continue dans cette direction sans prendre les devants, ce sera quelque chose de subi et non pas de choisi? Oui, sur une planète qui fait désespérément 13 000 km de diamètre et qui n'en changera pas, de toute façon, la physique et les maths vous disent qu'il y a une partie des consommations qui vont baisser, même si ça ne nous plaît pas. Si on prend un angle mort aujourd'hui des débats médiatiques, qui est l'approvisionnement européen en pétrole, gaz et charbon, de toute façon, il est géologiquement contraint à la baisse depuis 2007 et ça ne va pas bouger, ça va continuer à décliner, le déclin va même s'accélérer sur le pétrole dans les décennies qui viennent. Donc on va devoir s'en passer, même si ça ne nous plaît pas. Donc là, ce qu'on ne gérera pas par la sobriété, on va le gérer par la pauvreté. Ça sera l'un ou ça sera l'autre. Xavier Neuschwander. Je crois qu'il faut comprendre qu'il y a une chose qui fait consensus. On n'a pas le choix. Aujourd'hui, il faut aller vers cette transition écologique et la réussir. C'est-à-dire obtenir la neutralité carbone en 2050. Et la neutralité carbone, ça veut dire l'abandon des énergies fossiles. Ça tombe bien, elles sont décroissantes aujourd'hui. Le vrai sujet, c'est de faire le choix sociétal qui va avec. Celui de la pauvreté, vaut mieux l'éviter, je pense. Quel est le degré de sobriété qu'il faut accepter? Je pense qu'on sera obligé de changer nos comportements. On ne pourra pas continuer à consommer comme on consomme. Après, quel est le poids de la technologie et qu'est-ce qu'on réussit à mettre en œuvre pour faire en sorte que cette transition écologique soit le plus supportable sociétalement parlant? Je pense qu'aujourd'hui, on met deux scénarios sur la table qui sont techniquement réalisables, qui sont économiquement réalisables modulo les efforts que j'ai évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire le financement et la transition sociale. Globalement, le choix qu'il faut faire, c'est comment on oriente notre degré de sobriété pour réussir cette transition écologique. Mais la transition écologique, on n'a pas d'autre choix que de la réussir parce que les conséquences d'un monde à 5 ou 6 degrés sont absolument terrifiantes quand on les observe. Effectivement, comment on oriente, c'est la bonne question. C'est probablement la question que vous poserez cet après-midi aux différents candidats qui vont se succéder juste à côté dans le grand amphi. Vous avez parlé des financements. Ça aussi, c'est important. Jean-Marc Jancovici, la question du financement, elle est centrale, comme souvent. L'argent, c'est une convention humaine. La physique, c'est un peu plus difficile d'en faire juste des conventions humaines, c'est-à-dire elle est ce qu'elle est, on négocie moins facilement avec elle. Donc dans la manière dont on a raisonné dans le plan de transformation de l'économie française, on est parti d'abord de ce qui était physique ou de ce qui était temporel, que le temps est une grandeur physique également. Donc on a regardé ce qui était limitant pour nous, à la fois sur le plan environnemental et sur le plan des ressources, et sur le plan humain. Donc les facteurs limitants pour nous, c'est tout ce qui se mesure en mètres carrés, en tonnes, en litres, etc., du pétrole, du métal, de l'espace, et les compétences, parce qu'il faut du temps. Si on décide que c'est bon pour la société, que votre métier devienne arboricultrice, ben vous n'allez pas vous improviser arboricultrice en 3 jours. Donc, même si vous en avez envie. Donc la question des compétences, c'est également un facteur limitant dans les transitions et c'est un facteur qu'on a souvent tendance à oublier, qu'on fait pas dans les travaux publics mais dans le bâtiment. Les plans de rénovation des bâtiments qui se succèdent avec des chiffres ronflants qu'on n'atteint jamais parce que les compétences ne sont pas là et les mécanismes ne sont pas là pour qu'on arrive à les atteindre. Donc nous, on a regardé d'abord ce qui était physique et ce qui était compétences et ce qu'on dit, c'est qu'une fois qu'on est d'accord sur la façon dont une fois qu'on est d'accord sur les ressources qu'on a à notre disposition, la vitesse à laquelle on veut déplacer ces consommations de ressources et les compétences dont on a besoin et la façon dont on s'organise pour les avoir, alors seulement on se met à parler argent. Commencer par dire on va investir avant de savoir ce qu'on doit en faire, pour nous c'est prendre le problème par le mauvais bout. La technique, c'est une des pistes à explorer justement pour aller vers cette neutralité carbone. C'est quelque chose qui peut nous sauver? Je pense qu'on ne peut réussir la transition écologique que si on embarque tout le monde. Et pour embarquer tout le monde, il faut que le choc sociétal soit le plus réduit possible. Et très clairement, la technologie
Ce qui est sur la table aujourd'hui en matière de progrès technique permet de rendre les choses aussi acceptables que possible, quand bien même nous devrons changer parfois de comportement. Mais globalement, ça leur est acceptable. Et pour revenir au financement, moi je pense effectivement que c'est une convention humaine et que globalement, là on parle de quelque chose qui va concerner les générations de demain. Je pense qu'on parle de quelque chose qui va permettre de sauver l'humanité sur la planète, aussi simplement que ça. Puisque sauver la planète, de toute façon, la planète, elle restera. Globalement, pour le financement, on doit arriver à trouver les règles qui permettent de financer cette transition environnementale qui est indispensable pour l'humanité. Jérémy Bélanger. Pour conclure, on parle à chaque fois de neutralité à l'horizon 2050, mais on a un deuxième défi qu'on doit mener en même temps, c'est la résilience aussi de nos villes, de nos infrastructures, parce que voilà, limiter, apprendre à vivre dans un monde où Paris aura peut-être le climat de Séville, ça peut aussi avoir un intérêt. Donc je pense qu'il faut surtout qu'on n'oublie pas qu'on mène, j'allais dire, deux défis en même temps. C'est quelque chose qui est fondamental. Il ne faut pas ignorer que même si on atteint les 2 degrés, ce que je souhaite, et qu'on ne les dépasse pas, les conséquences sur les territoires seront importantes. Et qu'il va falloir qu'on apprenne à protéger nos territoires, nos infrastructures, des conséquences du changement climatique. Et il y a là un chantier qui est assez considérable. Je parle des crues, je parle des phénomènes de sécheresse, je parle de la remontée de la mer, qui seront déjà là, même dans un monde à plus de degrés. Jean-Marc Jancovici. Avant de répondre à cette question, juste une précision. Moi, je ne suis pas du tout anti-techno. Dans le plan de transformation de l'économie française, en fait, on range les marges de manœuvre dans l'ordre suivant. D'abord, on essaye de regarder tout ce que la technique peut nous permettre d'embarquer. Mais sans faire de paris sur des trucs qui aujourd'hui n'existent pas à l'état de prototype. Donc on se limite à déployer des choses qui existent aujourd'hui à l'état de prototype. Et derrière, comme on n'y arrive jamais au bon rythme, même en embarquant tout ce que la technique peut nous permettre d'avoir, à ce moment, on complète avec de la sobriété. Sur l'adaptation, l'inertie du phénomène fait que de toute façon, le climat va se modifier à l'avenir. Et par ailleurs, là, on est en train de parler de ce qu'on va faire chez nous. Mais il y a 99% des émissions qui ne sont pas chez nous. Donc peut-être que les autres vont nous imiter. C'est du reste le seul pari qu'on puisse gagner. C'est de penser que les autres vont pouvoir nous imiter. Peut-être pas. Et de toute façon, l'inertie du système climatique fait que les conséquences en 2050 sont raisonnablement indifférentes au scénario qu'on va suivre d'ici là. Il faut savoir qu'à 2 degrés, il y a probablement plus d'épicéa et de hêtres en France, enfin, sauf que dans quelques régions de montagnes reculées. En 2050, on pense que les sécheresses augmenteront de 25%. La sécheresse des sols va augmenter de 25%. Enfin bref, il va déjà y avoir des conséquences massives. Et il faut aussi, dès à présent, se prémunir contre ça. Merci beaucoup à vous.